Salam alaikum aziflaoun. Bonsoir chers téléspectateurs. Cette semaine encore, l'actualité algérienne a été dense, marquée par des annonces, des polémiques et des événements qui ont continué de susciter de nombreuses interrogations. Au cœur de cette édition, chers téléspectateurs, l'édition de Rétro-Info, nous reviendrons sur la rencontre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec des représentants de la presse. Plus de 2 heures d'échanges, de promesses et de déclarations sur les grands dossiers du moment. Nous analyserons sa prestation, ses annonces concernant le dialogue avec les partis politiques, la formation d'un nouveau gouvernement et surtout aussi la faible taux de participation aux dernières élections, ainsi que les controverses provoquées par ses propos sur la Tunisie et les Émirats arabes unis. Mais au-delà de ce qui a été dit, nous nous intéresserons aussi à ce qui n'a pas été abordé. Pourquoi le chef de l'État est-il resté silencieux sur les prisonniers d'opinion, les tensions sociales qui traversent le pays ou encore les difficultés qui poussent de nombreux Algériens à quitter le pays alors même que lui-même a appelé la diaspora à rentrer et à investir en Algérie. Nous reviendrons aussi sur l'installation de la nouvelle Assemblée populaire nationale et sur la nomination pour la première fois d'une femme à sa présidence. Un événement historique sur le plan institutionnel, mais qui intervient aussi dans un contexte marqué par une participation électorale particulièrement faible, relançant le débat sur la représentativité de ces institutions. Aussi, un autre dossier majeur de la semaine, la dissolution de la CNAPES, l'un des plus grands syndicats ou l'un des plus importants syndicats autonomes du pays. Une décision qui a provoqué des vives réactions et ravivé les inquiétudes sur l'avenir des libertés syndicales et de l'espace associatif en Algérie. Enfin, nous terminerons cette émission par le terrible carnage routier de Boumertes, où un accident dramatique a coûté la vie à 27 personnes et fait des dizaines de blessés. Au-delà de l'émotion, cette tragédie pose encore une fois la question des responsabilités, de la sécurité routière, de l'état des infrastructures et des mesures concrètes nécessaires pour éviter encore de tels drames ne se répètent. Bienvenue donc dans cette Rétro-Info, votre rendez-vous hebdomadaire pour revenir sur les faits marquants de l'actualité, les mettre en perspective et éclairer les enjeux qui façonnent l'Algérie d'aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. J'ai le grand plaisir de recevoir pour cette émission M. Gamal Abina, analyste politique à partir de Paris. M. Abina, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir. Super, merci beaucoup. À partir de Constantine Alger, à l'Algérie, le journaliste et militant politique, M. Abdelkerim Zghelechi est avec nous avec grand plaisir. M. Zghelechi, marhaba bik, salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir mon ami, merci. Super, merci. À partir de Washington, le directeur de Renfort Démocratie en Algérie, M. Hamid Loulit, avec nous avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et bien sûr, à partir de Montréal, militant politique, avec grand plaisir, avec nous, M. Djihad Halimi. M. Halimi, merci beaucoup d'avoir accepté aussi notre invitation. C'est très bien. Merci pour l'invitation. Super, merci beaucoup. Je commence avec vous, M. Abdelkerim Zghelechi. D'abord, je vais passer le micro pour juste avoir votre avis sur la prestation du président de Abdelmadjid Tebboune pendant 2 heures. Il a parlé avec quelques représentants de la presse. Comment vous avez jugé cette prestation, M. Abdelkerim Zghelechi? Après 2 heures de prestation, est-ce que vous avez senti comme quoi il y a du nouveau, il y a quelque chose à apprendre? Voilà, encore merci. La prestation a été médiocre comme d'habitude. Aucune nouveauté, promesse. Je vais accentuer la question sur une partie qui est passée inaperçue. En parlant le mécontentement de M.
j'ai un écho énorme. Ouais, je crois, monsieur Zrel, je vais revenir à vous parce que je crois qu'il y a un problème technique. On va essayer d'essayer de corriger ce problème. Je reviens à vous. Monsieur Hamid Lelou, donc, comme la même question, à peu près, comment vous jugez la prestation de Abdelmajid Tebboune devant le président de la presse pendant 2 heures? Des déclarations dans le vide, comme d'habitude. Je ne sais pas comment commenter. Ça a créé quand même des polémiques, ça a eu des déclarations qui ont créé une vive la réaction, par exemple celle de la Tunisie, les Émirats arabes unis. Il a parlé des partis politiques, il a parlé de taux de participation qui n'est pas vraiment important à ses yeux. Donc ça, c'est peut-être des sujets à créer un débat sur la scène politique en Algérie. Oui, mais ça reste des paroles. Moi, je vais vous donner des exemples concrets. Il a dit la même chose sur la Libye. Il a dit la Libye, c'est la ligne rouge, Tripoli, personne n'y va. À l'époque, vous vous souvenez, Haftar, c'est pas l'Algérie qui l'a arrêté. C'est pas les paroles comme ça, sans aucune valeur. C'était la Turquie sur le terrain qui était intervenue et qui a stoppé l'avancée de Haftar. Donc, toute cette déclaration, honnêtement, je n'ai même pas envie de commenter. Donc, pour vous, monsieur Lelou, après 2 heures, c'est comme s'il n'a rien dit, il n'a vraiment rien dit d'intéressant, de nouveau? Non, il n'a rien dit de nouveau, il n'y a rien de concret. C'est des paroles en l'air. Sur le terrain, c'est autre chose. Ces paroles ne reflètent pas la réalité du terrain. De toute façon, on va essayer de revenir un petit peu décortiquer ces paroles. Monsieur Gamal Bina, pour vous, après 2 heures, une rencontre pareille, périodique, c'est très important pour les Algériens d'entendre leur président. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations, du contenu au moins, du contenu, le fond et la forme de cet entretien? Bon, pour sortir des mots excessifs comme médiocre et autres, il y a des choses intéressantes à entendre dans la déclaration. Premier élément qui devrait tous vous rendre fiers immédiatement, c'est qu'il a dit et rappelé que l'Algérie n'est pas un pays de mendiants, qu'on ne réclame pas de réparation financière, qu'on ne réclame même pas que la France demande pardon, puisque c'est pas à l'Algérie de demander, à la France de demander pardon, mais à la France de présenter des excuses. Il y a quand même un ordre dans le pardon, c'est la personne qui a fauté qui présente. Ce n'est pas celui qui a subi qui demande. Donc c'est bien qu'il l'ait rappelé. Il rappelle aussi, il a bien fait de le rappeler, qu'il y a des réparations effectivement à faire par rapport au désert, par rapport au Sahara qui a été contaminé par l'essai nucléaire. Il y a aussi la question des mines qui ne sont pas encore réglées. Mais c'est une position, une posture qui est plutôt honorable. Moi, j'apprécie ça, de rappeler effectivement qu'il y a des positions de principe. L'Algérie, effectivement, n'est pas un pays qui peut être assujetti, et tant mieux. Il rappelle effectivement que le pays va faire un travail, et c'est un travail de longue haleine, qui va dans la bonne direction. Et puis il rappelle qu'il y a, là on vient de faire référence à Haftar qui a essayé d'attaquer, enfin qui a menacé de façon ridicule l'Algérie il y a quelques années. Il s'est ravisé très rapidement parce que c'est autour de lui qu'on lui a dit, on le tapait sur l'épaule en disant écoute, t'es un malade mental, l'Algérie c'est pas Kadhafi sans armée. C'est une armée, donc reste tranquille. Mais c'est bien les Turcs qui étaient en place, ils ont toujours été en place, hein, c'est eux qui soutenaient le gouvernement de Serraj, élu en 2014. Rappelons que c'est quand même une démocratie qui a émergé en 2014. Et donc l'Algérie, effectivement, qui a une très bonne relation avec la Turquie, ça l'arrangeait évidemment de voir les Turcs faire le travail puisqu'ils étaient déjà sur place. Et tant mieux. Ça oblige l'Algérie à ne pas sortir les frontières, on n'a pas à le faire. Il y a juste un droit de suite qui a été mis institutionnellement. Ils ont instauré le droit de suite si quelqu'un attaque le territoire, mais en aucun cas, ils n'interviennent sur les territoires étrangers. Donc le discours est intéressant dans la mesure où on a quand même une volonté de se rapprocher du peuple, vous l'avez dit. Il fait une prise de parole assez régulière, on ne va pas lui reprocher ça. Ça rappelle un peu Allo Presidente qui était fait à l'époque par Chavez, qui avait une parole régulière auprès de son peuple. Parce qu'un président qui a au moins l'intérêt de son peuple lui parle. C'est le minimum syndical. Il y a beaucoup de présidents qui ne le font pas. Sauf que M. Abina, comme M. Lou, c'est bien de parler, mais c'est bien aussi de parler de quelque chose de nouveau qui intéresse la population. Vous pensez que le contenu de ces déclarations vraiment intéresse les Algériens et c'est ce que les Algériens attendent de lui? Alors, si vous voulez parler, il faut vraiment faire une distinction entre la politique générale, internationale, et la politique au sens économique du terme que vous voulez évoquer. Si vous parlez des questions économiques internes, effectivement, il y a des difficultés qu'il faut régler. C'est au quotidien que ça se travaille. C'est pas lui tout seul qui va le faire. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Et moi, je répète toujours aux Algériens, d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient, n'attendez pas tout de votre État. Faites l'effort aussi de vous battre pour réussir à développer le pays. Investissez.
croyait en l'initiative privée parce qu'elle est essentielle, parce que le public fait des choses, c'est vrai, mais on a trop longtemps voulu se reposer sur le public. C'est une erreur à mon sens. Et à côté de ça, effectivement, le président, il parle plutôt de questions générales, plutôt de questions internationales. Quand il parle de questions locales, c'est vraiment pour répondre à un impératif qu'on connaît très souvent, mais je ne pense pas qu'on puisse lui faire grief d'avoir une posture présidentielle. Je rappelle que le système présidentiel algérien est un système de présidentialité qui a surtout comme prérogative la plus importante, c'est les relations internationales. Et à ce niveau-là, le président, je suis désolé de le dire, a fait un travail remarquable parce que depuis qu'il est au pouvoir, l'Algérie brille sur la scène internationale, brille sur la scène africaine, ça a été rappelé d'ailleurs, sur la question effectivement du Nigal, le fameux gazoduc qui relie le Nigeria, Niger-Algérie. C'est une belle relation qui est en train de mettre en place. Il y a des relations qui s'améliorent avec le Mali. Donc l'Algérie est très loin d'être isolée. Il a fait référence à cela, il avait raison. Très bien. Les gens qui voulaient attaquer le territoire en disant le pays est isolé disent n'importe quoi. Il y a un problème avec la frontière marocaine, c'est vrai. Il y a un problème avec les Émirats qui sont un État félon, mais à part ça, et puis l'État sioniste, mais à part ça, l'Algérie a des relations plus que avec les autres pays. Très clair. Monsieur Djed Halimi, à votre tour, comment vous jugez cette prestation en quelques minutes? Premièrement, moi, je vais... excusez-moi, j'ai un énorme écho aussi. Et ma voix, elle est complètement différente. Là, on vous entend très bien. OK. Bon, premièrement, je vais critiquer la forme. Ce n'est pas une conférence de presse. Ce n'est pas une rencontre avec les médias, mais c'est beaucoup plus une déclaration d'un président. Il dit ce qu'il veut, puis les journalistes, ils ne défient pas ce qu'il dit. Donc, puis le problème, je m'excuse, vraiment, c'est un gros problème. Le véritable problème avec ce genre de déclaration, c'est qu'il dit toutes sortes de belles choses, mais on n'a aucun moyen en tant que population pour vérifier la véracité de cette information-là. On lui attribue tout ce qui est bien, tout ce qui arrive de bon dans notre pays, mais tout ce qui est mauvais, ben, c'est soit Mu'amara Kharijia, soit c'est le peuple. Et moi, c'est cette tendance-là qui commence à me fatiguer un peu. Très clair, très bien. Monsieur Abdelkrim Zrel, je reviens à vous encore une fois. D'abord, j'aimerais bien, on va essayer d'écouter un petit peu ces déclarations. On va l'écouter sur la Tunisie et les Émirats arabes unis. Et j'en reviens à vous, monsieur Abdelkrim Zrel. La Tunisie, les Messaïmesna, ça c'est clair. Parce qu'on veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie. On veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement. Et on ne laissera pas faire. Parce que اللي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمه تاع والديه. انا في بعض الاحيان نتكلم على دويله لان الاثار تاعها سلبي جدا. جدا جدا يعني وين حطوا رجلهم يسيل الدم. سي سا سي غراف سي افيك دي بروف. العالم العربي يعني فيه شقوق وانشقاقات ماناش باغيين نزيدوا الطين بله. سينو كان قطعنا علاقاتنا مع الدويله هذه في لونطون. لان ما يجي منها الا الدم والفتنه. C'est Abdelkrim, beaucoup ont décrit ces déclarations comme quoi sont loin de la diplomatie. Les Tunisiens, il y a beaucoup de réactions négatives par rapport à ces déclarations. Les Tunisiens qui demandent à l'Algérie de ne pas s'inférer dans les affaires intérieures de la Tunisie. Comment vous jugez ces déclarations sont plutôt très graves, surtout à l'encontre des Émirats arabes unis? Vous savez, cher ami, franchement, et en toute franchise, ça fait longtemps, maintenant, très longtemps, que je vais dire qu'il y a une partie d'Algériens qui n'écoute plus ce que raconte monsieur le président. Monsieur le président, quand il parle, est à l'État. Je ne dis pas monsieur le président de la République, parce que quand il parle, il ne s'adresse pas à la République. Et j'ai toujours cet écho-là. Je ne sais pas si je peux continuer dans ces conditions. Je ne m'entends pas. Yani pour schématiser, Wallah, mon ami, on s'en fout de ce qu'il raconte. On s'en fout totalement de ce qu'il raconte. Il y a tellement de contradictions, il y a tellement de paroles dans le vide. C'est parler pour parler. Et personne, yani, entre nous, ne peut dire aux Algériens
de ne pas s'attendre à l'aide de l'État. Ça fait tellement longtemps qu'on est en train de dire que cet État-là empêche les Algériens de travailler, empêche les Algériens d'investir, empêche les Algériens de créer, empêche les Algériens de produire. Personne ne vient nous donner de conseils à comment on doit vivre en Algérie, surtout de la part d'une personne qui ne vit pas en Algérie, qui est en train de fantasmer sur une Algérie qui n'existe pas. Investir en Algérie, c'est courir le risque de voir son investissement saisi. Il n'y a aucune garantie pour un investissement, que ce soit algérien ou non algérien, d'être protégé par la loi algérienne. Le nombre d'investisseurs qui se sont retrouvés devant les tribunaux, leurs biens saisis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime algérien. En Algérie, il faut être d'accord avec le régime pour pouvoir travailler, investir, produire. Maintenant, des gens qui n'ont toujours pas compris ça, franchement, c'est de la mauvaise foi. Merci. Mais si on revient, monsieur Zrel, à ces déclarations par rapport à la Tunisie et les Émirats arabes unis, quelques Algériens disent comme quoi c'est ça, ils parlent le langage des Algériens et il veut que les Algériens le comprennent. C'est pour ça qu'il utilise ces mots, peut-être qui ne sont pas vraiment diplomatiques, mais il dit les vérités d'une façon crue. C'est parce que vous pensez que c'est une meilleure façon pour passer le message? Quel message? Il n'y a aucun message. Quel message? Il va détruire la nation. On parle de l'arabie avec le khayma, la nation. Comment il va faire ça? Pratiquement, on va dire que c'est un message qui est destiné du populisme. Il ne va rien faire. نحن مع فلسطين جريمه مظلومه كنجينا على الحدود تاع فلسطين نحرروا فلسطين. C'est du populisme. Franchement, cher ami, moi j'aime pas perdre mon temps à parler de ce qu'il raconte bon. On en a marre de lui. Sauf qu'il s'impose sur la scène politique, puisque c'est lui qui parle, apparemment les autres n'ont pas le droit de parler, surtout ceux qui ont un avis contraire, mais c'est ça limite, on doit essayer de décortiquer ces paroles pour que les Algériens le comprennent. Monsieur Hamid Lelou, je reviens aussi à ces paroles par rapport à la France, on va essayer de l'écouter, je reviens à vous. On aimerait savoir votre avis sur les dernières critiques formulées par certaines parties de la droite française et de l'extrême droite française quant aux dernières déclarations de l'ambassadeur de France en Algérie. Écoutez, c'est vraiment le comportement d'une minorité agissante. Vraiment une minorité bruyante et agissante. Puisque maintenant, ça se répercute sur leurs dirigeants. Bon. Le président algérien n'a jamais demandé un quota de visa, un nombre de visas ou parlé de visa. Mais, cela, deuxièmement, je n'ai jamais demandé d'excuses. Je n'ai jamais demandé d'indemnisation. L'Algérie ne fera jamais la manche. L'Algérie ne demandera jamais de l'argent à quelqu'un. Jamais. Problème de dignité nationale. Problème de dignité nationale. Monsieur Hamid Lelou, c'est supporté, je peux dire, pour eux, c'est un discours fort. Pour l'Algérie, on fait tout. La Tunisie, les Émirats, la France, on parle de... Il n'y a pas un sujet tabou que l'Algérie est prête à affronter tout le monde s'il faut pour la dignité nationale. Parlons de dignité. Dignité d'un citoyen fait partie de ses droits basiques, des droits basiques pour lesquels l'État devrait jouer un rôle. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'État? Oui, c'est facile de poser cette question, mais ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. On ne peut pas toujours accuser l'État ou le système ou bien toujours accuser le citoyen. Les deux parties ont une certaine responsabilité.
Euh, la dignité, quand vous voyez des milliers d'Algériens et des non-Algériens, il y a beaucoup de Nord-Africains, d'Africains, je ne parle pas, nous nous concentrons sur l'Algérie, qui risquent leur vie en essayant de traverser cette Méditerranée pour aller vers la France qu'on maudit, la France qu'on déteste. Mais c'est une France qui apparemment offre plus à ces Algériens dont leurs aïeux se sont battus pour cette Algérie indépendante. C'est facile de parler de dignité quand lui, il est assis confortablement. On l'a fait asseoir confortablement sur une chaise avec un costume qui est trop large pour lui. Vous savez, le problème de l'extrême droite, votre invité, Monsieur Abina, qui vit en France, il sait que l'extrême droite, ce n'est pas une minorité. Il risque de gagner les prochaines présidentielles. Ils ont fait quand même la dernière fois quelque chose qui est proche des 50% au deuxième tour. Je ne me rappelle pas des chiffres, mais maintenant, il frappe à la porte des Champs-Élysées et risque fort probablement, sauf cas échéant, on voit un extrême droite arriver, un candidat de l'extrême droite arriver au pouvoir. Je ne l'espère pas, mais le risque, il est là. Même, on se plaint de l'extrême droite, mais l'extrême droite européenne n'a jamais posé de problème à des régimes autoritaires du Sud. Il n'y a qu'à voir une entente parfaite entre l'Italie de droite, d'extrême droite avec l'Algérie en ce moment. Donc, parce que c'est des partis politiques qui ne reconnaissent, qui aimeraient ne pas avoir de démocratie chez eux. Ils ne sont pas démocrates, donc ils s'entendent très bien avec les non-démocrates. Maintenant, quant à dire que l'Algérie, elle est souveraine, indépendante, elle n'a pas à mendier auprès de la France. Quand vous réclamez vos droits, c'est pas de la mendicité. Pourquoi utiliser ce mot mendier? C'est un droit, vous le réclamez, et ça se fait dans toutes les situations de conflit entre États ou entre peuples, qui dans ce cas-là, c'était le peuple algérien. C'est le peuple algérien qui était opprimé, c'est le peuple algérien qu'on avait essayé de vider de tout son sens. C'est l'identité algérienne qui était menacée et écrasée pendant 132 ans. Donc le prix est lourd et c'est difficile de mettre un chiffre. Ça, je suis d'accord. Il est très difficile de dire, ah, vous, la France, après 132 ans d'occupation et 7 ans de guerre fratricide, vous nous devez tant. Ça, c'est difficile à chiffrer. Mais toujours est-il, ça fait partie de la résolution du conflit. Je le mets dans le cadre de la résolution des conflits. C'est des rétributions financières, c'est aussi s'occuper de déminer les zones qui ont été minées, c'est aussi nettoyer les zones qui ont été contaminées pendant les essais nucléaires et on a eu des essais à ciel ouvert, c'est-à-dire que la faune et la flore continuent à souffrir, surtout le sous-sol, même certains cheptels et les humains qui ont hérité de ces maladies cancéreuses. Donc il y a beaucoup de problèmes et l'argent cash en fait partie, ne serait-ce que de demander ou de réclamer que des entreprises françaises investissent en Algérie et particulièrement dans les zones qui étaient affectées. Donc c'est trop facile de dire ah j'ai pas besoin de votre argent. Si on a besoin de cet argent, le peuple algérien a besoin de cet argent. C'est un argent qui va servir aux citoyens algériens qui ont perdu leurs parents, leurs grands-parents ou leurs grands-grands-parents. Toujours est-il, c'est des droits qui leur reviennent. J'aimerais enfin rebondir sur la Turquie. Bien sûr, la Turquie, elle était là, elle a fait le travail.
Très bien, monsieur. Quand même, il ne faut pas. Je comprends votre mission. Vous venez ici, vous êtes un agitateur, mais quand même, il ne faut pas trop pousser. Très bien, monsieur. Bon, agitateur, ça reste votre opinion, monsieur Lelou. Monsieur Gamal Abina, j'aimerais écouter aussi monsieur Tebboune ce qu'il avait dit sur la diaspora. Il avait dit un mot, peut-être beaucoup ne l'ont pas compris, peut-être beaucoup sont étonnés de ce mot, mais on va l'écouter. Je reviens à vous, monsieur Abina. La morale de la révolution algérienne هذه هي درنا ثورة وجدودنا. Vous-même, vous avez dit quand même que la diaspora représente un réservoir de compétences. Parce que la diaspora n'est pas politique. La diaspora a eu le niveau culturel, le niveau intellectuel du pays à un moment donné et sont allés en rajouter et augmenter leur capital connaissance dans des pays surdéveloppés, comme les États-Unis, comme la Suède, comme l'Europe, une bonne partie des pays européens. Ces gens-là ont une grande expérience dans la gestion. Monsieur Abina, la diaspora, ils ont l'expérience de la gestion, ils ne sont pas apolitisés, ils sont apolitiques. Ça veut dire quoi, monsieur Abina? Pourtant, à partir de Berlin, il avait appelé la diaspora à venir critiquer démocratiquement en Algérie, faire de la politique. Hein. Ça veut dire quoi, être diaspora qui ne font pas de la politique? Bah là, ça tombe bien, j'ai l'expertise, parce que depuis tout à l'heure, je suis renvoyé mes origines franco-algériennes, où les uns disent que je ne connais pas l'Algérie. Bon, c'est raté, je la connais un petit peu maintenant. Et effectivement, l'investissement en Algérie, tant qu'on n'ouvre pas sa bouche politiquement, et je ne le ferai pas parce que je m'en fous complètement, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement du pays, c'est un investissement dans notre pays. Et la diaspora n'est pas politique. Il y a un attachement à l'Algérie qui est un attachement viscéral à la nation algérienne. Tout comme je le dis tout le temps, je ne travaille pas pour un parti, je ne travaille pas pour des hommes, je travaille pour la nation. Donc ça, c'est un concept qui échappe beaucoup à ces gens-là, parce qu'effectivement, nous, les membres de la diaspora, on aime l'Algérie pour le concept qu'elle représente, pour l'idée de libération, d'émancipation, pour ce peuple qui s'est battu pour se libérer. Donc effectivement, quand il le dit, il a raison de dire que la diaspora n'est pas politique, ils ne viennent pas pour donner des leçons de politique, et en plus, on est mal placé pour le faire. Là, on revient sur le statut de la diaspora. On est mal placé pour le faire, de donner des leçons de politique alors qu'on n'y vit pas, effectivement. Même si on commence à y vivre, et c'est à ce moment-là que la politique, donc la vie en communauté et la gestion, effectivement, de la population, dans la politique, en l'occurrence, devient intéressante. Mais si jamais la question politique s'impose à nous, elle s'impose à l'étranger. Par exemple, les élections où on voit l'extrême droite qui monte en puissance, mais qui ne passera pas parce que c'est les incompétents, ils ne dépassent jamais les 45%. Il ne faut pas l'oublier, mais il faut rester vigilant. Alors, j'ai entendu aussi un mot que je n'apprécie pas du tout, donc je tiens à répondre à M. Lelou, parce qu'il aime bien s'amuser. Si moi, je suis un agitateur, vous êtes quoi? Vous êtes dans une position de pacotille. Donc, il faut arrêter d'insulter les gens de cette façon. Je ne suis pas un agitateur. J'ai des positions qui ne sont pas les vôtres. Je ne partagerai jamais vos positions parce que vous ne servez à rien. Vous êtes aux États-Unis. Monsieur Abina, s'il vous plaît. C'est la troisième attaque imbécile qu'il a faite. Il est aux États-Unis. Comment peut-il, lui, parler à partir des États-Unis, le pire pays de la Terre en matière d'ultralibéralisme? C'est son modèle, ce n'est pas le mien. Mais il faut être un petit peu sérieux. Il faut arrêter d'attaquer les personnes à titre personnel. Moi, je n'attaque pas sa personne. Je ne la connais pas. Elle ne m'intéresse pas. J'attaque ses idées. Donc, s'il est un petit peu courtois et qu'il arrête de balancer des mots comme ça, il est payé, il est agitateur, c'est minable, parce que lui aussi, c'est un agitateur qui vient des États-Unis. Est-ce que c'est Trump qui le paye? On ne sait pas. S'il vous plaît, on arrête avec ces attaques personnelles. Qu'il arrête ces attaques personnelles. Très bien, mais on vient sur ce mot diaspora parce que on a vu que beaucoup ont remarqué la contradiction par rapport à la diaspora dont il a appelé à revenir en Algérie pour critiquer, pour participer à la vie politique en Algérie. Il avait bien dit à partir de Berlin, M. Abina. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il a changé d'avis? Vous savez, critiquer ce qui ne va pas, c'est positif. Et j'ai déjà dit ici, on peut critiquer, mais il faut pas opposer des choses. Hein. C'est pas critiquer dans le vent. Critiquer pour rien faire derrière, ça sert à rien. Mais est-ce que critiquer, c'est de la politique, M. Abina, ou non? Alors, critiquer quand il y a un système qui dysfonctionne, c'est pas de la politique, ça a une conséquence politique, mais ce n'est pas une politique directe. La politique, c'est avoir le pouvoir, l'exercer, ou alors une opposition qui veut exercer le pouvoir pour gérer la vie générale, pour gérer les deniers publics. Ça, c'est la politique. Arriver pour dire il y a un problème, par exemple, sur la question du recyclage, qui est une question qui se pose dans toute l'Afrique, c'est une posture critique, et apporter une solution est encore mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des positions critiques si on propose effectivement des choses, si on apporte des choses. On peut être critique vis-à-vis de peut-être de l'administration qui ne fonctionne pas bien,
rien, des banques qui ne sont pas modernisées. Ça, on peut être critique, il n'y a pas de problème. Ça n'est pas faire la politique. C'est faire une critique d'un système. C'est autre chose, d'un système qui dysfonctionne, que ce soit sur les autoroutes, que ce soit dans les banques ou n'importe quoi. Et on y apporte des solutions. Mais de là à dire, voilà, la diaspora fait de la politique en Algérie, on voit l'engagement. Rien qu'aux élections, c'est compliqué de nous motiver. Moi, je suis allé, mais aller voter, pourquoi? Parce que déjà, on vote très peu à l'étranger. Alors en Algérie, c'est encore plus dur. Et que, effectivement, de vouloir prétendre donner un avis politique sur la gestion de l'État, sur place, de l'extérieur, c'est quand même une arrogance que je n'aurais pas. Moi, je ne fais pas de politique en Algérie. Je vous dis simplement, mon seul rôle, et c'est le rôle que je maintiens, c'est de dire aux Algériens, où qu'ils soient, investissez dans votre pays parce que le capital, l'investissement, le président le dit très bien, intellectuel, matériel, en industrie, en finance, en ce que vous voulez, investissez dans votre pays parce que vous avez un apport essentiel qui est un apport, effectivement, d'une formation à l'étranger. Très bien. Monsieur Djihad Hanoui, il a parlé de la diaspora apolitique. Au moment où il y avait un communiqué signé par quelques militants de la diaspora ils ont demandé à Tebboune de leur ouvrir les portes, d'ouvrir le champ médiatique et politique en Algérie. Vous pensez que c'était une réponse indirecte? La diaspora elle est apolitique, donc ce message qui est politique est refusé, si je peux dire. Premièrement, je pense que son message est complètement faux. La diaspora a toujours été politisée. Je pense à l'étoile de l'Afrique du Nord, l'ancêtre de la FLN. Je pense à la FLN aussi, la FLN de France. Je pense à les levées de fonds qui ont été faites par le FLN pour contribuer à la guerre de libération. Je pense à la Seine qui a été noyée, où est-ce qu'on a noyé pas mal des membres de notre diaspora. Ce qu'ils veulent dans l'Algérie nouvelle et glorieuse, c'est une diaspora à l'image de l'opposition officielle en Algérie. C'est une opposition et on essaye de ridiculiser l'acte politique. Si vous êtes à l'extérieur de l'Algérie, profitez de votre position pour nous chercher des nouvelles compétences, mais pour vous inspirer de créer des systèmes qui fonctionnent, qui marchent, qui sont basés sur la légitimité politique, ben, vous ne reflétez pas vraiment la diaspora. Donc oui, vous avez mentionné la lettre qui a été signée par à peu près 53 personnes, et je fais partie d'eux, qui a été d'ailleurs diabolisée par certains militants, mais elle demandait justement à libérer les détenus, à respecter les droits et les libertés des Algériens. Et c'est ça la réponse de Tebboune. Vous pensez que c'est une réponse de Tebboune avec ces déclarations de la diaspora qui est apolitique? C'est une réponse à cette lettre? Je ne pense pas que c'est une réponse, honnêtement. Il souffle le chaud et le froid, dépendamment de son humeur du jour. Il n'y a pas une stratégie de communication, vraiment. Moi, je pense que le fait de commencer avec une fausse affirmation que la diaspora est apolitique, ça mine sa crédibilité, cette personne-là. Tu sais, à un moment donné, on dit, écoutez, rentrez chez vous, puis les pratiques continuent. Donc, sa crédibilité, il y a zéro crédibilité, ce personnage-là, à mon avis. Pourtant, vous avez signé la lettre pour lui. Pour les mettre devant leurs responsabilités. Écoutez, ils peuvent déclarer, c'est ouvert, puis rentrer, puis il y a zéro réponse. Puis il va répéter le message encore et encore, puis il dit, ben moi, j'offre cette possibilité-là, mais personne ne répond. Nous, on est ici pour dire que, oui, on a pris acte de cette déclaration-là, mais non, on ne peut pas rentrer en Algérie parce qu'il y a ces pratiques liberticides. Là, on les a listés, les déclarations de repentance, le refus de livrer des documents à des membres de notre communauté, la répression qui est en cours en Algérie. Moi, le jour où est-ce que je verrai Cizrel, par exemple, qui est en Algérie, à l'ENTV, ce jour-là, je vais me poser des questions. Je vais dire peut-être qu'il y a une ouverture. Mais d'ici là, on est obligé de répondre pour dire que oui, on prend acte et on vous met face à vos responsabilités. Et voici vos responsabilités que vous devez respecter. Et d'ailleurs, ce n'est pas un caprice
Et c'est pas quelque chose qui est extraordinaire qu'on demande. C'est le deuxième article dans la proclamation du 1er novembre. Je m'excuse si je parle trop haut, là, c'est à cause de l'écho. Non, 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 je vous comprends, monsieur Djihad Halmi, il n'y a aucun problème. Monsieur Abdelkrim Zghil, donc monsieur Tebboune a parlé de cette diaspora qui est apolitique. En même temps, il a parlé de dialogue avec les partis politiques. On va l'écouter. الأحزاب اللي دارت المؤتمر تاعها حسب ما ينص عليه القانون، قانون الأحزاب. أنا مع الدخول الاجتماعي وجو فولدي انتوما نلتزم بالحوار مع الأحزاب، مع الدخول الاجتماعي نلتزم بالأحزاب اللي اليوم ماشية مع القانون، دارت المؤتمرات نتاعها وإلى آخره. Je peux pas dire plus. Monsieur Abdelkrim Zghil, je vous l'avais écouté, diaspora politique, un dialogue avec les partis politiques qui respectent la loi. C'est quoi ce message? On n'a pas le droit de faire la politique à l'extérieur et à l'intérieur, on choisit les partis politiques avec qui discuter. C'est ça la politique gérée en Algérie maintenant? Il n'y a pas de parti politique en Algérie. Ce monsieur, quand il parle, quel que soit le sujet traité, il parle d'une autre Algérie que nous, on ne connaît pas. C'est une Algérie qui existe que dans le 20 heures. En Algérie, il n'y a pas de parti politique. Je vais vous dire plus. Ça fait la mi-2025. Juin, juillet 2025. J'avais lancé avec quelques amis une initiative pour la création de partis politiques où j'avais parlé de partir au ministère de l'Intérieur pour demander déposer un dossier et demander un agrément d'un parti politique. Je me suis retrouvé au tribunal accusé de diffusion de messages de haine et de violence. Et quand je parle, tous ces documents, je les ai. J'ai les documents pour la création du parti politique, j'ai le dossier du tribunal, j'ai les PV de la police, c'est-à-dire pourquoi j'étais convoqué, et j'ai le contenu du jugement qui inclut, qui eux-mêmes disent qu'est-ce que j'avais fait et avec quoi j'étais accusé. Et on m'a jugé. Et une année de prison et je ne sais pas combien de millions d'amendes. Il n'y a pas de politique en Algérie. Ce monsieur il parle d'une autre Algérie qui n'existe pas. En février 2026, j'avais parlé de la création d'une association. Une association, une simple association. Je me suis retrouvé au tribunal, accusé de diffusion de messages de haine et de violence. Et on m'a jugé une année de prison et une amende. Et là, je suis en appel pour 6 nouvelles affaires, 6 à partir de septembre, c'est-à-dire septembre prochain, je vais avoir 6 nouvelles affaires. Elles sont toutes les mêmes. Et quand je parle, tous ces documents, tous ces jugements, je les ai. Eux, les PV de la police, les décisions du juge. Et tout ça prouve ce que je suis en train de dire. Donc quand je vois, moi, M. Tebboune parler à la télévision, parler de partis politiques, parler de démocratie, j'ai envie de vomir. Merci. Mais parce que la diaspora, M. Zghil, il était clair, hein, finalement, apparemment, les Algériens qui vivent à l'extérieur n'ont pas le droit de faire la politique maintenant. Il est clair dans son message. Clair dans son message, il n'y a pas de message. Moi, je me dis, il faut qu'il sorte de cette rencontre, il va oublier ce qu'il a raconté. Il n'y a aucun message, il ne faut plus chercher à analyser ce qu'il raconte. Depuis les 6 dernières années, on n'a pas compris que tout ce qui est dit, je n'arrive même pas à trouver des mots gentils. Et je ne veux pas être gentil. Je ne veux pas avoir des poursuites. C'est une perte de temps d'analyser ce qu'il est en train de raconter. Le premier qui m'a tracé, M. Halimi, il s'est présent
met le pied à l'aéroport d'Alger, il se retrouvera en prison. La seule analyse que je pourrais donner à tout ce que raconte ce monsieur, c'est qu'il ne faut plus l'écouter. Il faut, j'ai perdu le terme, il faut l'ignorer. On est en train de lui donner de l'importance en parlant de lui, il faut l'ignorer. Voilà. Monsieur Loulou, on revient à cette diaspora politique, à ce dialogue des partis politiques, même si pour M. Zrilich, il n'existe pas de parti politique, il n'y a pas de politique tout court en Algérie, mais il reste que c'est le président de la République de facto, il est là, il gère le pays, et cette déclaration d'avoir une diaspora politique, vous la comprenez, M. Loulou, vous en tant que membre de la diaspora, vous ne pouvez plus faire de la politique, vous pouvez rentrer au bled pour gérer, mais pas pour faire de la politique. Ah ben oui, je suis un citoyen de seconde classe. C'est pour ça. De toute façon, les Algériens qui sont en Algérie ne peuvent pas faire de politique. Encore plus la diaspora qui vient avec des idées... mais il avait donné cet espoir à partir de Berlin. Il avait dit quelques mots, peut-être que d'autres Algériens l'ont compris, comme quoi c'est un message, c'est une porte ouverte, il faut en profiter. Il a demandé à la diaspora de rentrer en Algérie de critiquer comme ils veulent. C'est ça que peut-être il y a des Algériens qui l'ont compris, comme quoi c'est une porte ouverte. Mais finalement, avec cette diaspora apolitique, il a tout de suite fermé cette porte. Ah, peut-être c'était une réponse à l'initiative de M. Halimi avec les 50 personnes qui avaient signé la lettre. Et d'ailleurs, j'en profite, il a dit que certaines personnes ont diabolisé leur initiative. Je me reconnais un peu là-dedans. Je n'utiliserai pas le mot diaboliser, mais effectivement, j'avais dit certaines choses qui ont déplu à mes amis. Ce sont de très bons amis à moi, aussi bien à Montréal, en France et ailleurs. Et en plus, on a eu des messages à cause de votre intervention, on a eu des critiques. Je sais. Je dirais que mes amis restent mes amis, c'est des amis de lutte, c'est des amis en qui j'ai confiance, beaucoup de respect. Certains, je les ai rencontrés en personne, aussi bien à Paris qu'à Londres. J'ai beaucoup de respect pour eux, j'ai beaucoup d'estime pour eux et j'ai aucun problème personnel. Ça a été une réaction de militant à militant. Je rejoins d'ailleurs M. Zrilich. Il faut ignorer cet énergumène. Et c'est pour ça que j'ai dit je ne vais jamais m'adresser à lui en tant que président. Il n'en est pas un. Je comprends que M. Zrilich est tenu de l'appeler président de l'État. Il est en Algérie. Moi, je suis à l'extérieur. Il n'est pas président. À M. Halimi, toutes mes amitiés. D'ailleurs, je rejoins son idée quand il a parlé de la diaspora de l'époque des années 40-50. C'était des Algériens de la diaspora, particulièrement à Paris, qui ont milité pour l'indépendance, qui ont fait beaucoup de sacrifices. Et si à ce moment-là, les combattants, les moudjahidines de l'intérieur leur avaient dit « Ah, mais vous ne pouvez pas faire de la politique », eh bien, ils pouvaient compter sur l'apport financier, non seulement financier, mais diplomatique. C'est la diaspora algérienne qui a sillonné les grandes capitales et qui avait amené l'affaire de la guerre d'Algérie au niveau des Nations Unies. Et ça, c'est un drame. Les messages, vous posez la question sur le message, et M. Zrilich, il a raison. Moi, j'ai envie de dire des affabulations. Vous savez, à un moment donné, les gens disaient oui, mais c'est un menteur, ce président, etc. À un moment donné, moi, je l'avais appelé un menteur pathologique, mais moi, lui, justement, il a l'habit de l'agitateur, le vrai agitateur. C'est quoi un agitateur? Celui qui ment, celui qui a envie de croire à quelque chose, il est dans le déni. Le déni, on dénie quelque chose parce que on a ces idées, on croit et on veut que ces idées passent, on veut que ce programme se concrétise. Mais quand vous êtes agitateur,
vous savez que vous mentez, vous ne croyez même pas à vos idées, vous le faites parce que vous êtes professionnel, parce que c'est une profession. Et les gens, les ministres ou le pseudo-ministre et président qui sont en Algérie, on sait que ce n'est pas eux. Je ne suis pas en train de les déresponsabiliser, mais on sait que leur fonction, elle n'est pas si officielle que ça. Justement, monsieur, là, vous avez parlé des ministres, donc on va parler dans notre deuxième partie, on va parler de ce prochain gouvernement que M. Tebboune cherche à construire. Restez avec nous.